Messieurs, dames, bonjour. Chers amis, chers camarades, on règle les dernières conditions techniques pour qu'on puisse commencer. Bien évidemment, les accréditations ont été données. Dernier jour, c'est le 12 juin. Et du coup, s'il y a une personne qui n'était pas inscrite sur la liste, s'il peut nous excuser qu'on puisse commencer. Donc, notre sujet, il s'agit de parler, de traiter un peu en globalité les accords de libre-échange entre l'Union européenne et le Maroc. Nous avons bien entendu, vous avez entendu, il y a le TAFTA, il y a beaucoup d'accords qui sortent, c'est toute une génération d'accords qui s'expriment à la place dans le blocage ou le retard que prend l'OMC en ce moment, beaucoup d'accords qui se font pour qu'il y ait plus de fluidité dans les échanges nord-sud essentiellement aux grandes puissances et d'autres pays tels que l'Union européenne et le Maroc. Nous avons invité pour cela, avec tous nos remerciements, au parti de la gauche européenne, à la gauche unie européenne au Parlement européen et à la Voix démocratique qui contribue à cet échange. Sans trop tarder, je donne la parole à Maïté Molla, qui est vice-présidente du parti de la gauche européenne, qui est prise, malheureusement, il va nous quitter quelques instants et revenir après, il a une réunion en parallèle. Donc, qui va traiter essayer de nous brosser un peu dans une évaluation des accords de libre-échange, tout en s'appuyant sur un regard sur la situation politique au Maroc et faire des propositions sur les alternatives qu'on peut espérer en tant que gauche des deux côtés des rives de la Méditerranée. Maïté peut-être souhaiterait parler en espagnol, c'est ça? Oui. Donc vous avez les casques pour la traduction que vous pouvez suivre. Donc je laisse à Maïté la parole. Bonjour, buenos días. Muchas gracias por haber organizado esta actividad. Quiero agradecer especialmente también a Paloma López, porque gracias a ella nos encontramos hoy aquí. Bueno, excuse-moi. Si. Au niveau de la traduction, on n'a pas. Est-ce que tout le monde entend bien au niveau des le casque et tout? Tout le monde entend la traduction? C'est pas non? Oui, oui, oui. Donc alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse? Oui. Alors. 8. No, 8. 8. 8 para el español. 3 et 8. 3 et 8. Espagnol et 8. 3 pour le français. Je n'entends pas. 8 pour l'espagnol. Il n'y a pas de... Tu entends toi? Non, j'entends rien. Non plus. Comment tu organises? Si. Ici. 3. Là, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Tout le monde, c'est bon. C'est bon. ¿C'est bon? C'est bon, c'est parfait. Okay. Allez, Maïté. Alors, entonces, gracias otra vez y, como decía, gracias por haber preparado esta actividad aquí. Bueno, realmente es cierto que tengo que salir, pero voy a volver porque me parece una actividad importantísima. Creo que estamos en un momento, he llegado esta madrugada de Madrid, donde hemos tenido un debate estos dos últimos días, lunes y martes, sobre la situación en América Latina y el Caribe, y el tema de los tratados de libre comercio ha sido completamente transversal durante las reuniones. O sea que el tema de los tratados de libre comercio no es una cuestión solamente de un enfoque
en este caso Unión Europea-Marruecos, sino que es un enfoque mucho más general que podría ser Unión Europea-Magreb, Unión Europea-Continente Africano, Unión Europea-Resto del mundo. Con esto lo que os quiero decir sobre todo, lo que quiero expresar sobre todo, es que no tiene que ser digamos, un debate y una lucha aislada entre Marruecos y la izquierda marroquí y la izquierda europea, sino que tiene que ir mucho más allá, criticar la base de estos tratados de libre comercio e intentar, digamos, construir una lucha internacionalista, pero eso sí, dando alternativas, porque precisamente las fuerzas de la izquierda, que somos internacionalistas, claro que tenemos que tener entre nosotros cooperación, claro que tenemos que tener intercambios, pero tiene que ser evidentemente de otra manera. Bueno, yo súper brevemente quisiera deciros que una personalidad como el premio Nobel Stiglitz, que yo creo que no es sospechoso de ser de extrema izquierda, decía hace poco que los tratados de libre comercio lo que hacen es aumentar las desigualdades, acabar con la regulación del mercado laboral, atacar el medio ambiente y, sobre todo, aumentar las desigualdades también territoriales. Yo creo que esta definición de una persona que, repito, no es de extrema izquierda, puede encuadrar bien lo que suponen estos tratados. Pero Stiglitz se queda más o menos como buen economista en el tema económico, pero nosotros y nosotras tenemos también que ver la cuestión democrática. Es clarísimo que en el caso de la Unión Europea, puesto que estamos no hablando del TTIP o del CETA, sino centrándonos más en la Unión Europea, es clarísimo que la Unión Europea desprecia olímpicamente la cuestión de la democracia cuando firma tratados. Y en este minuto no me voy a referir a Marruecos, que vamos a tener mucho tiempo para hablar de ello, pero el caso de Turquía yo creo que es evidente. ¿Cómo se puede hacer un intercambio de carne humana de refugiados y refugiadas por dinero? Son tratados realmente ya demenciales, donde no se respeta en absoluto el hecho de que en Turquía haya un régimen autocrático, haya un régimen autoritario, haya digamos, un gobierno que está sometiendo y sojuzgando al pueblo kurdo. No se tiene en cuenta en absoluto, porque a la Unión Europea lo único que le interesa, en este caso concreto, es librarse del problema de los refugiados, independientemente de que sean ellos, de que sea la propia Unión Europea junto con la OTAN y Estados Unidos quien esté creando también el problema en la región. Por tanto, estos tratados de libre comercio en líneas generales son tratados que no respetan la democracia, y lo que hacen además, como todas y todos sabemos, y el caso de Marruecos creo que es un buen ejemplo, lo que hacen es expander todavía más las políticas neoliberales y el poder de las multinacionales. Y aquí también subyace claramente el peligro de ese enemigo que para todos y todas ahora parece estar en primer término, que es la competencia de los mercados con China, que eso parece que preocupa mucho, y por eso se trata de aumentar el poder de las multinacionales, en este caso europea. Y también, claro, inevitablemente, y además pensando en Marruecos todavía con mayor motivo, decir que voy a intentar ser discreta con el verbo que voy a utilizar, y no voy a decir robar, pero voy a decir sustraer los inmensos recursos naturales que tienen la mayor parte de los países donde estos tratados se dan, sin absolutamente ningún respeto al medio ambiente. Hay que incluir también el tema ecológico, al tema del capitalismo, al tema de cómo están actuando las multinacionales. Hay que incluir sin lugar a dudas la cuestión de los recursos naturales y también de cómo se están, tratando estos recursos naturales. La Unión Europea lo que debería hacer es lo que se preveía y se planteaba cuando se hablaba de tratados de libre comercio en un sentido, digamos, como de ayuda mutua. Lo que deberían ser son tratados de cooperación, y desde luego lo que no se está haciendo por parte de los países que integran también la Unión Europea, que no son inocentes en absoluto en esto, es pagar la deuda histórica
y ecológica que se tiene con los países y también con el caso de Marruecos. Y ya para ir terminando, decir que estos tratados son absolutamente injustos, asimétricos y la mayoría de ellos ilegítimos, y además que en el caso de Marruecos, pues hombre, pues hay un rey también en el Estado español. Ya partimos de que son países con un déficit democrático, puesto que tienen ambos países reyes. Es un país donde hay una sociedad que está muy mediatizada. Es un país donde hay muchas materias primas. La cuestión del Sáhara estoy convencida de que va a planear en la mesa, puesto que tenemos aquí a representantes importantísimos del pueblo saharaui. Y luego está también, como en el caso de Turquía, evidentemente el tema de la migración. Sobre todo el Estado español le interesa muchísimo que Marruecos haga el papel que está haciendo, digamos, de muro, ya no del muro con las, no me acuerdo cómo se llaman nunca, esas cosas asesinas, las concertinas, que pone que eso ya debería ser directamente por la ONU retirado por el mero hecho de existir, pero digamos que Marruecos está cumpliendo un papel importante, y cuando se enfada ya sabemos lo que hacen, que es dejar pasar a todo el mundo que está por ahí, por tanto provocar que se vuelva a aceptar cualquier tipo de condición. Para terminar, deciros que sí que son posibles otras políticas, que se pueden hacer políticas comerciales que respeten el derecho de los países y las regiones a desarrollarse, a desarrollar el comercio local y el comercio regional con derechos para los trabajadores, que los bienes comunes y los servicios públicos están siempre fuera de los tratados de la Unión Europea y debería ser justo lo contrario. Se está acabando con todo lo que es público, lógicamente, para poder implementar empresas privadas, que los gobiernos y los parlamentos europeos debería exigir a las transnacionales que rindan cuentas de lo que están haciendo en los países en cuestiones sociales, regular las importaciones y exportaciones, y por último, yo creo que no se puede en ningún caso, y por ahí se debería empezar, no se podría en ningún caso hacer ningún tipo de tratado, yo le voy a llamar no de libre comercio, sino de cooperación con países donde no haya un real respeto a la democracia, a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres, en fin, a lo que se llama en líneas generales derechos humanos, donde no haya xenofobia, donde no haya racismo, países donde se cumplan estas reglas mínimas. Por mi parte nada más, perdonadme de nuevo porque voy a salir, pero voy a volver porque me interesa mucho el debate. Gracias. Merci Maïté, donc bon courage. Merci Maïté, et puis bon courage pour ta commission. Je passe la parole à Paloma López, une parlementaire européenne qui est aussi au cœur d'un combat contre une droite pure et dure, et qui ne pense qu'à un peu écraser le Sud et pour élargir l'épouvantail économique, et puis plus d'exploitation, plus de spoliation des richesses du Sud, d'où on va dire que cette région de Maghreb est devenue une sous-région du marché européen, auquel on peut exproprier des richesses, et on peut aussi exploiter la main-d'œuvre et opérer et prospérer en toute tranquillité et impunité. Donc elle va traiter pour nous, dans son intervention, cette relation de l'Union européenne et du Maroc, en précisant un peu plus un point très juridique du rôle du tribunal européen par rapport et son regard sur ces accords qui s'établissent entre l'Union européenne et notamment le Maroc, surtout l'accord de pêche et d'autres accords qu'elle va nous traiter ici. Donc la parole est à Paloma, qui va parler en espagnol, je suppose. Bueno, pues lo primero de todo,
Muchísimas gracias por haber organizado este encuentro, estas jornadas hoy, y por habernos invitado a participar en ellas y dar también nuestro punto de vista sobre lo que está sucediendo con el conjunto de los tratados comerciales, y luego específicamente me centraré a los acuerdos que se están negociando con Marruecos. Antes de entrar, sí quería hacer una visión global, ¿no?, de lo que nos estamos encontrando en líneas generales con todos lo que son los tratados comerciales de nueva generación, que van un poco más allá de los tratados específicos o bilaterales que hace la Unión Europea con determinados países, como es concretamente con la situación de Marruecos. Quería hacer referencia a ello porque es una nueva forma de tratados y porque hay determinados elementos que afectan directamente a los trabajadores y que afectan directamente a las condiciones de las vidas de las personas. Y por eso, si me lo permiten, haré esta breve referencia. En concreto me estoy refiriendo a lo que denominamos los tratados comerciales de nueva generación, que están más allá de las normas establecidas por la Organización Mundial del Comercio a la hora de establecer los nuevos criterios. Me voy a referir en el caso concreto, son 4 tratados, pero solamente a los elementos comunes de estos 4 tratados. Me estoy refiriendo al TTIP, al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, al CETA, que es el tratado recientemente ratificado con la firma con Canadá, al NAFTA, que es el tratado, simplemente un breve apunte, que es el tratado que está entre Estados Unidos, Canadá y México, y al TISA, al tratado sobre servicios públicos, que está también negociándose. Hay que quitar el... Ok. Entonces, fundamentalmente a esto, pero muy brevemente. Sobre estos tratados, solamente hacer una breve referencia. El TTIP, que como conocen se estaba negociando con Estados Unidos, en este momento está paralizado. Estados Unidos, en su nueva política proteccionista, no tiene en este momento interés en establecer un marco de relación comercial ampliado precisamente con la Unión Europea, y por tanto este TTIP, que no se llegó a cerrar en la época, en el mandato de Obama, en este momento con el nuevo presidente de Estados Unidos ha quedado o está en una cierta paralización. Lo mismo está sucediendo con el NAFTA, que es el acuerdo que tiene establecido Estados Unidos con Canadá y con México. En este momento, ese acuerdo, que ya está firmado, está ratificado y en funcionamiento desde hace muchos años, este acuerdo en este momento tendría que renovarse su mandato y, por tanto, iniciar un nuevo proceso de negociación y de revisión de los acuerdos establecidos en él. Estados Unidos ha mostrado su falta de interés en la renovación de este acuerdo, y en este momento igualmente también está paralizado la revisión y renovación de este acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México. Sigue operando el antiguo tratado, no ha perdido su vigencia, pero no hay una nueva negociación del tratado. Incluso el tratado que establece el TTP, que establece toda la parte de Estados Unidos con los países al lado del Pacífico, con Japón, etcétera, que se ha firmado recientemente, Estados Unidos tampoco ha formado parte de la firma final de este acuerdo. Y en último lugar, el CETA de Canadá con Europa, que sí está ratificado, está pendiente de ratificar todavía por algunos países. Hay determinados países de la Unión Europea que ya lo han ratificado, entre ellos España, pero todavía no está en pleno funcionamiento, al no estar todavía ratificado por el conjunto de los países de la Unión Europea. En cualquier caso, Canadá está mucho más preocupado por ver cómo va a cerrar la negociación del NAFTA que avanzar en la repercusión o en la implementación del acuerdo del CETA con la Unión Europea, con lo cual ahí hay también una cierta parálisis. Y luego, en último lugar, tenemos el TISA,
que es el Tratado de Liberalización de Servicios, que es el tratado más opaco en sus negociaciones que hay puesto encima de la mesa. Conocemos muy poco de él, conocemos muy poco cómo están abordándose las negociaciones y, por tanto, sabemos más o menos en los términos en los que está establecido, pero no sabemos exactamente cuál es la dinámica actual de negociación que tiene este TISA. En cualquier caso, lo que me quería referir es que todos estos tratados afectan por igual a los trabajadores y a las trabajadoras de los distintos países donde se firman estos tratados, porque son tratados en contra precisamente de los trabajadores y de las trabajadoras. Son tratados que van precisamente para obtener el máximo de beneficio a las multinacionales y su presencia en todas las partes del mundo, sí, rebajando considerablemente las condiciones de los trabajadores de todas las partes. Aquí no se benefician los trabajadores de Estados Unidos o los trabajadores de la Unión Europea. Aquí se perjudican por igual a todos los trabajadores, porque estos tratados son la máxima exposición de lo que es la lucha de clases de toda la vida tradicional que enfrenta precisamente a los trabajadores con las grandes multinacionales. Y hay un elemento que es el único al que quería hacerme referencia, luego si tienen preguntas estaré encantada de poder contestar lo que buenamente conozca, pero sí quería hacer una referencia precisamente a los ISDS, que son las cláusulas de demandas, que la capacidad que tienen de interponer demandas los tribunales de arbitraje, que es la capacidad que tienen las multinacionales de poner demandas contra los estados si no se cumplen los acuerdos en el sentido que ellos tienen establecido. Bueno, por hacer una breve referencia sobre los últimos datos que por lo menos yo tengo disponibles, podemos decir que en cuanto a los tratados, precisamente las situaciones de conflicto, estos tratados de arbitraje, en el año 2012 se pusieron 514 casos de resolución de conflictos bajo el amparo precisamente de los tratados. Esta cifra representa el mayor número de disputas que jamás se ha planteado en un año, lo que confirma efectivamente que los inversores recurren cada vez más a este tipo de tribunales de arbitraje para establecer las demandas contra los estados. 95 países tuvieron que responder al menos una demanda en el año 2012 y al menos 329 de todos los casos conocidos fueron iniciados por inversores de Estados Unidos y de la Unión Europea. 123 procedían de empresas estadounidenses, 50 de holandesas, 30 inglesas y 27 alemanas, que son fundamentalmente quienes están operando con carácter general. Las demandas de los inversores fueron aceptadas en el 70% de las decisiones arbitrales y la mayor, por ejemplo, la indemnización más elevada de toda la historia de estos ISDS, de 1.770 millones de dólares, fue el resultado de una demanda que se produjo contra Ecuador y ha sido precisamente Ecuador quien la ha tenido que pagar. Esto evidentemente termina afectando a los bolsillos de los contribuyentes, a los bolsillos precisamente de todos los ciudadanos y ciudadanas que son las que terminan por pagar esta situación. No quiero insistir más en ello, en esta parte, pero sí creo que era necesario hacer esta situación de contexto para saber de lo que estamos hablando cuando estamos hablando precisamente de estos tratados comerciales. Hay una superación precisamente de la Organización Mundial del Comercio, a la que no la vamos a poner en positivo, porque evidentemente no lo tiene, pero es verdad que las reglas del juego establecidas por la OMC con estos tratados comerciales se han saltado, se han roto las pocas costuras de equilibrio que podía mantener y evidentemente estamos en una situación mucho más delicada de la que teníamos hace poco tiempo. En este contexto de las negociaciones, más allá de estos tratados comerciales, es verdad que la Unión Europea firma acuerdos comerciales bilaterales con múltiples países y entre ellos, precisamente entre los diferentes países con los que se firman acuerdos comerciales, está precisamente Marruecos. Y ahí me voy a centrar un poquito en lo que sería ya, en este caso, digamos que la complicidad de la Unión Europea
al mantener unas relaciones privilegiadas con Marruecos a través del Estatuto Avanzado, que es el único país que tiene precisamente este Estatuto Avanzado en sus relaciones con el marco de la Unión Europea. Y digo complicidad de la Unión Europea porque, como hemos venido denunciando desde la izquierda europea, no podemos permitir que se firmen acuerdos comerciales, tratados comerciales y especialmente con un estatuto avanzado y de vecindad con países que incumplen sistemáticamente la vulneración de los derechos humanos. Y por tanto, desde nuestro punto de vista, este elemento tendría que ser central para determinar con quién se firman o no se firman acuerdos. No es el caso único de Marruecos, como bien comentaba Maite, está el caso de Turquía, pero también están las relaciones preferenciales con Israel, que no hace falta que diga aquí cuál es la situación evidentemente con la que nos encontramos. Bueno, Marruecos es el principal receptor de fondos de la política europea de vecindad de la Unión Europea. De hecho, es el único vecino al que la Unión Europea concede el estatuto avanzado, que es el nivel más estrecho de relaciones con un acceso preferente a los mercados, tanto por parte de la Unión Europea como de Marruecos. Como un dato, la Unión Europea se encontraba negociando este estatuto avanzado con Israel, pero precisamente se suspendieron las negociaciones tras la operación Plomo Fundido del criminal ataque a Israel sobre la franja de Gaza a finales del año 2008 y comienzo del 2009. Y a partir de ahí quedó finalizado esta negociación de este estatuto avanzado. Con lo cual, como les decía al principio, solamente Marruecos tiene esta condición, este nivel de estatuto avanzado. Algunas cifras. Para el periodo 2014-2017, la Unión Europea ha previsto una dotación financiera entre 728 y 890 millones de euros para Marruecos. Esta cantidad de dinero, como digo, entre 728 y 890 millones de euros, se distribuye de la siguiente manera. Favorecer un acceso equitativo a servicios sociales básicos. El porcentaje que se establece para esta partida es de un 30%. Apoyar la gobernanza democrática, el Estado de Derecho y la movilidad. Para esta parte se asigna un 25% del presupuesto. Promover el empleo y un crecimiento sostenible e inclusivo. Para esta partida se destina un 25% de los recursos. Y apoyo a la capacidad de desarrollo y a la sociedad civil, donde se destina un 20% de los recursos establecidos por parte de la Unión Europea a Marruecos. A cambio, Marruecos lo que tiene que hacer fundamentalmente es ejercer de frontera sur y eliminar o poner freno fundamentalmente en materia de migración, pero también en otras cuestiones que luego, si consideran oportuno, podemos debatirlas. Bueno, a pesar de que Marruecos es el principal receptor de fondos, los niveles de discriminación laboral, problemas de trabajadores, trabajadoras, niveles de pobreza, etcétera. No seré yo quien haga una referencia porque son ustedes evidentemente quien conocen mejor la situación que yo, pero evidentemente todos sabemos que es bastante alta. Sin embargo, la situación del rey Mohamed VI, que es uno de los principales es que acabo de venir de Colombia, estoy todavía con el jet lag. Es uno de los principales receptores, efectivamente, gracias, actores y que tiene fondos y acciones en las empresas privadas que están actuando en Marruecos, pues evidentemente su fortuna se está viendo incrementada de una forma significativa a lo largo de todo este periodo. Y en toda esta situación nos encontramos con una situación muy específica que es las nuevas firmas de acuerdos concretos. Bueno, las tres áreas de enriquecimiento de los acuerdos comerciales es fundamentalmente agricultura, pesca y fosfatos. Y hay una parte que está todavía en base o en vías de estudios o de investigaciones, que es toda la parte vinculada al petróleo y a la extracción de otro tipo de recursos. También hay un alto componente de materia energética ahora mismo, con todo lo que sería el plan verde establecido para Marruecos con el desarrollo de nuevas estructuras de economía verde. Bueno,
Como decía, en este entramado se establece una situación específica que son los tratados de la Unión Europea y cómo afectan, o su referencia en concreto, al Sáhara Occidental. En este sentido, ahora mismo tenemos dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero yo me voy a centrar en la última fundamentalmente, que es la de pesca. El acuerdo de pesca, como saben, se tiene que renovar ahora el mandato en el mes de julio. Pero la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido ya que el Sáhara Occidental no es territorio de Marruecos. Es fundamentalmente lo que establece la sentencia. Y que, por tanto, los recursos del Sáhara Occidental tendrían que beneficiar a la población precisamente del Sáhara Occidental, situación que en este momento no está sucediendo. Lamentablemente, a pesar de que ningún Estado del mundo reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, la Unión Europea, de facto, es cómplice y colaboradora evidentemente en esta situación a través precisamente de estas relaciones preferenciales. Ni que decir tiene el caso de España, que sigue siendo la potencia administradora, evidentemente se desentiende también de la situación en la que nos podemos encontrar. Aunque legalmente la Unión Europea no reconoce la soberanía de Marruecos, como decimos, sí mantiene estos acuerdos comerciales sin hacer ningún tipo de referencia a otro tipo de exclusiones. La sentencia, que ha sido favorable y que todos hemos valorado de una forma positiva y que establece exactamente lo que decía, que los territorios del Sáhara Occidental no corresponden al Reino de Marruecos, se vulnera a través de bordear el marco normativo, el marco legislativo, y establecer a partir de ahí pues unas conclusiones que evidentemente nosotros no compartimos. En este sentido, ¿qué es lo que hace la Unión para la próxima negociación? Como digo, la negociación del acuerdo con pesca se tiene que establecer en julio. Ya han salido las recomendaciones de la Unión Europea y del Servicio Exterior, el Servicio de Relaciones Exteriores. Y entonces lo que se establece aquí es que se negociará, que se mantendrán reuniones con ONGs, sociedad civil, etcétera, para ver cómo los recursos del Sáhara Occidental pueden beneficiar a la población del Sáhara Occidental. Entre las ONGs y sociedad civil interpretan que en este caso el Frente Polisario es un miembro más de esa sociedad civil y no precisamente un actor principal en la negociación, que es con quien tendrían que estar fijándose los tratados y los acuerdos comerciales que afectan precisamente al Sáhara. Por dar algunos elementos, estamos hablando de que, según los datos que ha proporcionado el propio Servicio Exterior, en cuanto a la producción de tomates o melones en el Sáhara Occidental, que equivale a 64.000 toneladas al año, este sector está generando en torno a 14.000 puestos de trabajo directos y el valor de esa producción se eleva a 65 millones de euros. Podría seguir haciendo referencia, pero yo creo que en este sentido lo más importante a destacar es, y que yo creo que que más allá del respeto, como decimos, al derecho internacional, etcétera, que no se está cumpliendo, pero yo creo que hay una parte muy importante que con frecuencia, dada que las circunstancias y el contexto global es tan significativo, algunas veces hay elementos que pasan desapercibidos y a mí me gustaría hoy por lo menos destacarlos. Y es que, con independencia de cualquier otra situación, lo que se produce es una clara violación de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras con todos estos acuerdos. No se están cumpliendo normativas del derecho del trabajo, no se están cumpliendo en los acuerdos comerciales la obligatoriedad de los cumplimientos de los convenios establecidos por la OIT, la vulneración, por tanto, de todos estos convenios en las diferentes materias que quedan recogidas. Negociación colectiva, seguridad y salud en los puestos de trabajo, conciliación de la vida laboral y personal, la ausencia de la explotación y del trabajo infantil y el establecimiento de un puesto de trabajo, de puestos de trabajos decentes en la terminología que utiliza la propia OIT. Y esto afecta de forma
igual a todos los trabajadores, como decía anteriormente, con el agravante, en este caso, de una doble discriminación para la población saharaui, que se ve afectada no solamente en el expolio de los recursos, sino también en una discriminación en el ámbito laboral por razones de carácter de origen, como es el caso del Sáhara Occidental. En el caso concreto de las minas de fosfatos, de 1.400 trabajadores, sobre 1.400 trabajadores, solamente sobre 1.900 empleados actuales que tienen las minas de fosfato, solamente 200 son saharauis, aunque la mina esté actuando en el territorio. No me voy a extender más, yo creo que es posible luego mantener otro marco de comunicación, creo que ya he abusado de mi tiempo, y en este sentido decir, nosotros no compartimos esta política de acuerdos y mucho menos con países, como decía, que no respetan los derechos humanos, pero tampoco respetan las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, ni las procedencias, evidentemente, de origen o nacionalidad de las personas que en este momento se encuentran en dos territorios, para nosotros claramente diferenciados, como es el caso de Marruecos y el tema del Sáhara. Bueno, muchas gracias y quedo a sus preguntas por si acaso pudiera contestar alguna. Gracias. Merci Paloma Lopez pour cette brillante intervention. On ne peut être plus clair sur les retombées néfastes de ces accords de libre-échange. C'est ce que va traiter pour la voie démocratique responsable du secrétariat national, Abdallah Harif, sur les conséquences des accords de libre-échange. Et bien entendu, il va aussi traiter, je suppose, du côté des alternatives qu'on puisse proposer, essayer aussi d'œuvrer en tant que force démocratique et force de gauche ici. Le camarade va parler en français pour les interprètes. Très bien. Camarades, mesdames, messieurs, vous entendez? D'abord, je dois remercier le Parti de la gauche européenne et le groupe de la gauche unie pour cette invitation. Mon intervention sera articulée sur 4 points. D'abord, un point très rapide sur l'économie marocaine et son ouverture très libérale et fortement insérée dans l'espace européen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est des accords négociés à huis clos, la démocratie au placard, des conséquences économiques, sociales et environnementales désastreuses des accords de libre-échange et les perspectives pour les luttes des peuples de la région. Alors le premier point, dès l'indépendance formelle du Maroc, les classes dominantes ont choisi de renforcer l'insertion du pays dans l'économie mondiale et en particulier au vaste et riche marché européen. Suite à son adhésion en mai 1987 au GATT, traité de Marrakech, puis en avril 1994 à l'OMC, le Maroc a conclu en 1996 l'accord de libre-échange avec l'Union européenne qui est entré en vigueur le 1er mars 2000. L'objectif était la création d'une zone de libre-échange industriel à l'horizon 2012. Celui-ci concerne exclusivement les produits manufacturés. S'agissant des produits agricoles et de la pêche, la libéralisation de leurs échanges commerciaux a fait l'objet de négociations distinctes et est entrée en vigueur en octobre 2012. Ce processus s'inscrit dans le cadre d'une politique de libéralisation économique entamée depuis mi-1980, consacrant l'insertion du Maroc dans les courants d'échange et d'investissement internationaux comme choix stratégique irrévocable. Cette tendance s'amplifie par le lancement des négociations sur l'accord de libre-échange complet et approfondi à l'ECA. Alors il y a un certain nombre d'accords, je ne vais pas tous les citer. Je voudrais juste m'arrêter sur la question concernant le Sahara occidental.
qui a provoqué pratiquement une suspension des relations du Maroc avec l'Union européenne et le report de nombreuses réunions au niveau technique et un ralentissement des négociations sur l'ALECA et les questions migratoires. Alors il y a des accords sur l'immigration, etc. Je ne vais pas vous faire perdre du temps sur ça. Je crois que c'est relativement connu. Selon la Banque mondiale, le Maroc est aujourd'hui l'un des pays dont l'économie est la plus extravertie, avec un taux d'ouverture supérieur à 65% pour la période 2008-2013, soit un taux supérieur à celui de l'Égypte, 39,5%, de l'Inde, 36,6%, de l'Argentine, 35,8%, avec un niveau d'importation bien plus élevé que celui des exportations. Le point sur lequel je voudrais insister plus, c'est ces accords, comment ils sont déjà négociés. En général, ils sont négociés à huis clos. Et les peuples ne sont pas informés. En particulier l'ALECA qui devrait bouleverser, puisque ça serait les normes et les règles européennes qui seraient appliquées au Maroc, devrait bouleverser les règles. Donc toute notre souveraineté serait remise en question concernant notre santé, l'alimentation, l'environnement, le droit des salariés, les données personnelles, les services publics, le commerce, l'agriculture. Bref, tout le fonctionnement de notre société va être bouleversé par ces accords de l'ALECA. Et pourtant, rien ne transpirait au cours des négociations. Que négocie le Maroc dans le cadre de l'ALECA? Qui négocie au nom des Marocains? Quel est le planning des négociations? Personne ne peut apporter de réponse précise à ces interrogations. Le mandat des négociateurs marocains et les projets à partir desquels ils travaillent demeurent secrets. Face aux nombreuses plaintes des médias marocains, la Commission européenne, le Parlement européen, en collaboration avec le ministère de la Communication marocain et l'ambassadeur auprès de l'Union européenne, ont organisé des visites pour des délégations de journalistes à Bruxelles en octobre 2013. L'état des lieux des négociations y a été présenté, les points en suspens aussi, mais sans entrer dans le détail du contenu de ces accords. Donc le contenu reste toujours inconnu. Le déroulement des négociations sur l'ALECA montre le blackout qu'impose la Commission européenne sur ce droit fondamental des citoyens à l'information. Sur les sites de la Commission, comme du Parlement, ainsi que sur celui de la délégation de l'Union européenne à Rabat, seuls quelques communiqués laconiques annoncent la tenue de rounds de négociations. Face aux inquiétudes de quelques députés européens et ONG marocaines, la délégation de l'UE, de l'Union européenne à Rabat, a fini par publier un document de questions-réponses sur l'ALECA. Cependant, ces réponses restent dans le domaine des généralités et n'apportent rien de concret sur le sujet. Côté marocain, les parlementaires ne posent et ne se posent pas de questions. Par contre, les grandes multinationales que nous, à la Voie démocratique, nous appelons les multicoloniales, pas les multinationales, les multicoloniales, ceux-là, ils sont bien informés. Si les citoyens ne sont pas consultés, les entreprises, elles, sont partie prenante de ces négociations. Dans le cas de l'ALECA, il a suffi de légères pressions de la Confédération générale des entreprises du Maroc, c'est l'organisation patronale au Maroc, pour qu'elle soit impliquée dans les négociations. Les grandes entreprises européennes sont également omniprésentes dans ces rounds. Rien n'est plus dangereux pour la démocratie que l'alliance des capitalistes des deux bords de la Méditerranée. À ce contexte marocain s'ajoute une tendance internationale réduisant l'accès à l'information lors de négociations d'accords commerciaux. Le culte du secret, devenu la règle dans les accords commerciaux en négociation par la Commission européenne est devenu la règle dans les accords commerciaux en négociation par la Commission européenne depuis des années. Sans Wikileaks, les contenus de l'ACTA
du traité de libre-échange transatlantique, TAFTA, du partenariat transpacifique, TPP, n'auraient jamais été révélées aux citoyens. Ces révélations ont montré l'ampleur des dangers que représentent de tels accords sur l'accès aux soins, à la culture et aux services publics. Au nord comme au sud, la question démocratique est au cœur de la lutte contre ces accords de libre-échange. Alors maintenant, je vais parler un peu des conséquences désastreuses de ces accords. L'Union européenne a imposé au Maroc une spécialisation économique, essentiellement dans la production de matières premières ou demi-produits minéraux et produits agricoles très voraces en consommation d'eau, oranges, pastèques, tomates. Ces produits soumis en plus à des conditions draconiennes, contingents, calendrier d'exportation énormes, contraignants, ainsi que dans les dernières opérations de production industrielle, montage des voitures en particulier, ou la fabrication d'accessoires pour les voitures et les avions. Une spécialisation à faible valeur ajoutée qui s'accompagne d'une surexploitation de la main-d'œuvre et de la destruction de l'environnement, en particulier des ressources hydrauliques. Cette absence de développement pousse les meilleurs cadres marocains à émigrer vers l'Europe et les jeunes en général à émigrer clandestinement au risque de leur vie. De plus, cette spécialisation induit une très forte dépendance pour les produits alimentaires de base, blé, lait, sucre, huile. Cette spécialisation économique génère un déficit structurel de la balance commerciale avec l'Union européenne, aggravant la dépendance économique et politique vis-à-vis de l'Union européenne et dont les répercussions sociales sont graves. À cela s'ajoute l'imposition des politiques néolibérales par les institutions financières internationales et l'Union européenne, conduisant au démantèlement ou la privatisation du secteur public, en particulier les services publics, la remise en cause des rares acquis sociaux, Code du travail et autres législations sociales, et renforçant la détérioration de la situation sociale des masses populaires et de l'environnement. Précarité du travail, baisse des salaires, flexibilité dans l'application du droit du travail, accentuation de l'exploitation des travailleurs et travailleuses, quasi-absence de protection sociale. Conditions de travail inhumaines, surtout pour les femmes, salaires inférieurs à ceux des hommes, harcèlement sexuel fréquent, transport collectif défectueux dans des conditions atroces et conduisant souvent à des accidents routiers mortels. Dernièrement, à Choukaït Baha, il y a eu deux fois des accidents où plusieurs femmes sont mortes lors de leur transport, amassées comme pire que des bêtes pour aller au travail. Pillage des ressources naturelles, matières premières, ressources halieutiques et hydrauliques, déclin drastique du nombre de paysans et de paysannes et exode rural massif vers les villes, gonflant l'armée de réserve industrielle, pesant sur les salaires modiques et alimentant une spéculation immobilière effrénée au détriment de l'investissement productif. La nature n'a pas été épargnée non plus, car les accords de libre-échange portent atteinte à la protection de l'environnement et au bien-être animal. Faillite de l'enseignement et du système de santé publique. Chômage de masse touchant aussi les diplômés de l'enseignement supérieur. Sur le plan politique, alignement fréquent sur les positions de l'Union européenne, rôle de gendarme protégeant ses frontières sud. En résumé, les accords de libre-échange sont des accords coloniaux, pensés en fonction des intérêts des pays occidentaux et de leurs entreprises, et surtout les multicoloniales, ce que j'appelle les multicoloniales. Ils ont contribué à démanteler les services publics, détruire le tissu productif industriel comme agricole, creuser le déficit de la balance commerciale, générer la dépendance alimentaire
Ils permettent aux entreprises de l'Union européenne de profiter des exonérations fiscales, de la main-d'œuvre et des terres bon marché dans les pays du Sud. Les accords de libre-échange, couplés avec le service de la dette, sont des instruments coloniaux de domination des peuples. Ils contribuent à affaiblir la souveraineté politique de notre pays. Au Maroc, ces accords servent aussi les intérêts des grands propriétaires fonciers, de la grande bourgeoisie mandataire des multicoloniales, qui sous-traitent pour le compte des multicoloniales, et de l'État makhzen prédateur, qui combattent tout développement économique et social autonome de notre pays et renforcent le despotisme nécessaire pour imposer au peuple les répercussions économiques et sociales désastreuses de ces accords. Perspective des luttes des deux rives. Il est clair que l'Union européenne est, pour l'essentiel, une construction servant les intérêts des multicoloniales et non des peuples. En conséquence, il serait illusoire de croire en la possibilité de relations équitables entre l'Union européenne et les pays du Sud en l'état actuel des choses. Ce n'est que par la lutte des peuples de l'Union européenne pour une Europe à leur service et des peuples du Sud pour la souveraineté nationale et la démocratie que les conditions de relations équitables seront réunies. Dans ce cadre, les mouvements de gauche doivent se ressaisir et s'unir pour accentuer le combat vers un monde de justice et de dignité humaine. Ce combat pourrait s'articuler autour des axes suivants. Premièrement, exiger la tenue d'un débat public et démocratique au sujet des objectifs et répercussions de tout accord. Une totale transparence des négociations et une procédure démocratique pour décider de la validation ou du rejet de tout accord. Deuxièmement, remettre l'être humain et l'universalité des droits humains au cœur des échanges sociaux et bilatéraux entre États, en faisant de la solidarité internationale notre grande devise. Dans ce cadre, renforcer les mouvements de la société civile qui se battent pour les droits humains, l'environnement, le développement, le féminisme. Soutenir le droit des peuples à l'autodétermination. Soutenir la lutte du peuple marocain pour la démocratie, la souveraineté nationale et la défense des droits et acquis sociaux. S'inspirer des blocs régionaux qui permettent au peuple de mieux se protéger, tels que l'ALBA de l'Amérique latine. En Amérique latine, ils ont des accords beaucoup plus équitables entre pays de l'Amérique latine dans le cadre de l'ALBA. Encourager les initiatives visant à développer le commerce équitable en développant les circuits locaux d'échange de produits agricoles, faisant vivre les produits dits de terroir, élargir les champs de l'économie sociale, les systèmes d'échange locaux ou les réseaux de troc pour remettre en cause le système commercial mondial capitaliste. Et enfin, côté migratoire, le travailler et vivre ensemble, entre guillemets, était longtemps confondu avec un droit à la différence, dénué de toute adhésion à l'espace commun, ce qui s'entend souvent en établissant des frontières internes favorisant le communautarisme, chacun dans son ghetto. Notre avenir commun est dans l'égalité des droits, le combat pour une société juste qui retrouve ses valeurs de laïcité et de terre d'accueil. Il est à notre portée de démolir ces murs de peur et de stéréotypes érigés par le capitalisme vers un monde de justice, de démocratie, de paix et de fraternité. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, camarade Abdullah, responsable du secrétariat national de la Voix démocratique. Maïté Mola n'a pas encore rejoint pour qu'on puisse recevoir des questions dans le débat.
Et en attendant, on a souhaité donner la parole à d'autres camarades dans la salle pour éclairer certains points de ce qui a été dit et enrichir aussi ces interventions qu'on vient d'avoir, de qualité bien sûr. Je souhaiterais donner la parole pour 5 minutes au camarade Titi, pour apporter d'autres éléments. Après, Kesh Belmaizi. Et on attend le camarade Fouzi parce qu'il a une intervention au nom du collectif Vérité, Haqiqa. Donc il n'est pas encore. Et après, le temps que Maïté arrive, on donne la parole à la salle pour qu'il y ait cet échange débat pour que tout le monde puisse répondre. Donc le camarade Titi, en 5 minutes, il parle en français pour les interprètes. Si on peut aller doucement pour les aider, ça peut... Bonjour les camarades, bonjour mesdames, messieurs. Je saisis cette occasion pour remercier nos camarades de la gauche européenne, nos camarades de la gauche européenne, c'est bon, de nous avoir donné cette occasion pour que le parti de la voie démocratique, parti de la gauche radicale marocaine, s'exprime sur la situation du pays, apporte ses éclaircissements concernant les accords entre l'Union européenne et le Maroc. On aurait aimé que la voix du peuple marocain sera entendue par nos partenaires européens. Et je crois que la voie démocratique marocaine y participe à cette occasion. En plus de ce qu'a apporté mon camarade Abdallah Al-Harif, j'aimerais ajouter quelques points. Premièrement, la situation au Maroc maintenant, et à mon avis, il faut souligner ça, le Maroc officiel au nom, c'est-à-dire la haute autorité au Maroc a déclaré et reconnu que le modèle de développement marocain a échoué. Et donc, on est en train de vendre à l'intérieur du Maroc, à l'échelle nationale, que ce modèle de développement a échoué. Et donc, nous sommes dans une situation de crise sociale et économique. Et là, on est en train d'avoir des éléments de crise politique. En même temps, on est en train de vendre à l'échelle internationale que le Maroc, c'est un pays de stabilité, c'est un pays exceptionnel. Et les partenaires étrangers, ils ont toute la possibilité de venir investir au Maroc. Ils ont la stabilité et un pays exemplaire, ce qui d'ailleurs a eu le résultat d'être traité comme un pays avancé. Et ça, c'est avancé pour qui? Avancé pour les classes dominantes au Maroc, avancé pour la mafia makhzenienne. Nous, dans le parti La Voie démocratique, on appelle ça la mafia, c'est-à-dire les grands patrons qui dominent l'économie et le social et la politique au Maroc. C'est un pays qui est stable pour eux, ils disent ça. Donc ils méritent, ils attendent tout l'appui et l'aide européenne et américaine et du pays du Golfe. Alors que pour le peuple marocain, on est dans une situation vraiment de crise. Et donc de cette réalité-là, il faut tenir compte. D'autant plus, ce n'est pas un pays qui est stable. On est en train de vendre une illusion. Et on peut démontrer ça et aider nos amis européens à découvrir la réalité au Maroc. C'est que toutes les consultations populaires au Maroc, elles ont abouti à des résultats que presque
20% des gens qui ont l'âge de participer aux élections, ils ont participé à ces consultations. Alors que 80% du peuple marocain, ils ont boycotté ces élections. Et donc, que ce soit la constitution marocaine, que ce soit les institutions qui ont émané de cette consultation, de cette constitution, elles sont issues, sont le résultat vraiment une infime minorité du peuple marocain. Dans les démocraties européennes, avoir un résultat et des scores comme ça, à mon avis, et à notre avis, les consultations devaient être revues et refaites les élections. Et là, jamais la question n'a été soulevée au Maroc. Est-ce que c'est légitime d'aller continuer à gouverner un pays avec une minorité de ce type-là? Donc, question de stabilité et question d'exemplarité dans la région n'est pas démontrée. En plus de ça, ces gens-là qui sont issus de cette minorité vraiment infime, c'est eux qui négocient les contrats, les accords, et en clandestinité avec les accords avec les partenaires européens. Et donc la légitimité de toutes ces signatures-là tombe et ne sont plus raisonnables. Ça, c'est un point. En plus de ça, vu la crise qui maintenant se développe au Maroc, crise politique, crise économique, crise sociale et tout ça, il y a des mouvements sociaux qui sont maintenant... le Maroc est le théâtre de plusieurs mouvements sociaux, que ce soit au Rif, dans la région du nord du Maroc, que ce soit dans la région orientale, c'est la région du Jarada. Et donc ce sont des mouvements sociaux très importants et qui ont pour des demandes élémentaires. Et ça fait aussi montrer que le Maroc, ce n'est pas tellement le pays exemplaire et tout ça. On les appelle les Hirak au Maroc. Aujourd'hui, 20 juin, et ça c'est l'occasion, aujourd'hui c'est une grève, le Maroc connaît un appel de grève générale qui a été lancé par la CDT, par un syndicat. Ils ont appelé à une grève générale, c'est-à-dire pour dénoncer la situation économique et sociale dans le pays. Il y a aussi toute une politique qui, au lieu de répondre aux besoins des hirak, des mouvements sociaux, le pouvoir et le gouvernement marocain n'ont que la politique de répression. Et maintenant, au Maroc, il y a presque 1 millier de prisonniers qui sont dans les geôles du roi du Maroc, le roi d'un pays qui est stable et qui est dans des relations avancées avec l'Union européenne. Et donc, nous remercions nos camarades et amis de la gauche européenne d'avoir offert cette possibilité de vous exposer la situation de notre pays. Et on aimerait bien avoir ces relations entre le peuple marocain et les peuples de l'Union européenne. Là, on est vraiment dans cette situation-là. On n'est pas là de négocier ou bien d'exposer nos problèmes aux tenants et aux aboutissants européens, parce que ce sont des amis, mais on s'adresse au peuple, à la classe ouvrière de l'Union européenne, et merci. Merci, camarade Titi. Merci. Que j'explique aux camarades qui viennent de nous rejoindre. Donc, malheureusement, l'étape des interventions est terminée. Et à notre camarade qui est vice-présidente du Parti de la gauche européenne, Maïté Molla, qui est partie rejoindre une commission, mais elle revient. En attendant, on a une shortlist qu'on essaye de donner la parole en 5 minutes.
Et il y a un camarade Titi qui vient de parler, après c'est Mohamed Hakish, après Belmaïzi et Saïd Fouzi pour Collectif Vérité. Et après on ouvre débat avec la salle. Donc la parole au camarade Hakish, en allant tout doucement, respectant les interprètes. Merci. D'accord. Chers camarades, chers amis, je remercie bien sûr nos camarades de la gauche européenne de nous avoir bien sûr accueillis et de réserver cet espace de discussion et d'échange avec la voie démocratique à propos d'un sujet brûlant. Donc vous allez bien constater que les 3 interventions de nos camarades montrent clairement que les accords de libre-échange ne peuvent jamais, de la façon dont ils sont conçus et élaborés, de contribuer ou de répondre aux aspirations des peuples et bien sûr aussi d'assurer la prospérité et l'indépendance économique, alimentaire et politique. Ça, c'est très important. De toute façon, il n'y a rien de libre sur cette nomination libre. Moi, je qualifie que ces accords, que je qualifie comme des accords, des échanges inégaux imposés. Ça, c'est le terme le plus approprié, d'après, bien sûr, ce que vous avez dit. Et ce sont, à mon avis, ce sont des instruments dont le but, premièrement, est de renforcer le capital, deuxièmement, de prédurer le système capitaliste et les transnationales. Ça, de toute façon, notre camarade Mathieu a bien expliqué ce phénomène. Donc, et aussi, résoudre les crises économiques et financières des pays dominants. D'ailleurs, je dis ça, je me rappelle ici d'un ancien commissaire européen au développement et à l'aide humanitaire qui s'appelle Karel de Gucht, je sais pas, Gucht, a bien clarifié l'objectif attendu par l'Union européenne des accords de libre-échange avec le Maroc, en déclarant lors d'une interview radio en juillet 2012, Eshgel, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver de nouveaux marchés pour nos produits. C'est pourquoi nous négocions de nombreux accords bilatéraux. C'est clair. Donc, de toute façon, c'est un éclairage très important qui est clair. Donc, dans ce cadre, moi, en tant bien sûr que syndicaliste, militant de la voie démocratique, mais aussi syndicaliste du secteur agricole, je veux bien, de toute façon, permettez-moi de me mettre en lumière quelques éléments qui illustrent l'impact néfaste de ces accords de libre-échange. Et ce que j'ai dit, ce sont des accords d'échange inégaux imposés. Premier élément, c'est lié à la souveraineté alimentaire. Et ça, c'est un autre combat commun qu'on doit mener. Tout niveau bien. Pour importer une année de blé tendre, d'accord, il faut payer la valeur de l'exportation de 3 à 4 ans des tomates fraîches. Parlons pas de l'eau, parce qu'il y a les blés qui sont secs et les autres, c'est égorgé d'eau. Ça, c'est un point, c'est un indicateur. C'est pas la peine d'aller plus loin que ça. De toute façon, c'est bien que chez nous, maintenant, même s'il y a une grande stratégie qui s'appelle Maroc vert, nous sommes à 50%, on importe 50% de blé, on apporte 75% de sucre, et on importe aussi 95% des huiles de table. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément très important. Et le deuxième élément, c'est ce que vous avez dit, de toute façon, dans les accords non libres, dans ces accords, disons, des échanges inégaux imposés, il y a des clauses qui parlent de respect des droits des travailleurs, etc. Vous l'avez dit, notre camarade Paloma l'a dit, mais allez-y voir maintenant au niveau des ouvriers agricoles au Maroc, allez-y voir la région de Souss Agadir qui exporte 70% d'exportation du Maroc, c'est au niveau de cette région-là. Allez-y voir actuellement comment les travailleurs, comment leur situation, comment elle est. Et aussi, il y a toujours la discrimination en ce qui concerne les salaires des travailleurs. Ça aussi, il faut il y a le SMIC et le SMAC toujours. En France, c'était déjà en 68, c'était fini. Deuxièmement, c'est l'élément le plus important, c'est l'environnement. La nappe phréatique au sud, à Agadir, était aux années 80 à 60 mètres.
Maintenant, elle est à 250 mètres. Les conséquences, ils sont graves parce qu'il y a la désertification, mais aussi les paysans pauvres quittent pour bien sûr alimenter, soit être ouvrier agricole, soit alimenter les villes, soit alimenter même le terrorisme, si on veut bien faire ça. Donc c'est très important de voir ces éléments-là. De toute façon, j'arrête à ces 3 éléments. Les choses sont très importantes. Je passe directement en disant que, enfin, l'unité des forces qui défend les causes justes des peuples, c'est un peu nous, je veux dire, et si on veut bien travailler en commun sur les choses comme les exploitations familiales, comme la réforme agraire démocratique et populaire, et comme la souveraineté alimentaire. Ce sont 3 sujets, à mon avis, sur lesquels on peut travailler en commun, et merci. Merci, camarade Hakish, pour ces éclaircissements très importants. Je passe la parole à Mohamed Belmaïzi pour qu'il contribue aussi à cet échange et aussi à ces éclairages sur un État d'un endroit, sur un État qui est soumis au diktat du marché financier européen, entre autres, et international en général. Mohamed Belmaïzi. À mon tour, je remercie évidemment la gauche européenne et je dis bravo à la voie démocratique qui soulève les problèmes les plus importants, les problèmes capitaux de notre pays. Je voudrais commencer par citer Hassan II. Le 23 mai 1979, c'est-à-dire 79 pour les Français, il disait dans une télévision française « Il ne sert à personne de vivre repu dans le milieu des affaires. On ne digère pas bien. Ça ne passe pas bien. Dans aucun pays de notre standing, les différences sociales sont aussi marquées qu'ici. Je n'ai pas manqué de le souligner. La disparité qui prévaut dans les traitements, c'est vraiment de la provocation. C'est Hassan II qui parle. D'autant plus que ceux qui bénéficient de traitements exorbitants sont les pires ingrats que le monde ait créés. Et il ajoute, tous les nantis de toutes les sociétés sont des gens repus et ingrats. Mais les miens, Hassan II qui parle, mais les miens, alors, c'est pire, parce qu'ils sont dans un pays sous-développé. Si encore ils étaient repus à l'échelle de notre standing, mais ils le sont à l'échelle de l'Allemagne, de la France. C'est Hassan II qui parle en moralisateur. Alors, je voudrais simplement rappeler qu'il y a un ministre, un homme d'affaires au Maroc, qui a financé, qui était parmi les gens qui ont financé la campagne électorale de Hillary Clinton. Donc, pauvre Europe, avec qui elle fait les échanges, avec un État voyou, que Gilles Pirot, comme Gilles Pirot le qualifiait. Mais la tradition s'est étroitement maintenue. Hein. Le fils de Hassan II, Mohammed VI, dans un discours récent, se demandait textuellement où disparaît la richesse du pays. Question qu'il aurait aisément, qu'il aurait dû se la poser à lui-même. Mais bon, il y a un livre, Le Roi Prédateur. C'est un livre très récent. Lui, il a répondu à sa place. L'Europe, c'est tout cela. Mais elle ferme les yeux. L'Europe, elle fait de la réelle politique. La réelle politique est improductive. La réelle politique, c'est anti-civilisation. La réelle politique, n'est pas éthique. Mais l'Europe, elle sait tout cela. Elle sait très bien, à travers ses philosophes, ses poètes, ses intellectuels, qu'il y a ce qu'on appelle la ruse de la raison, c'est-à-dire le boomerang qui va retourner à la figure de l'Europe. Et ce boomerang, évidemment, c'est le terrorisme, l'exportation invraisemblable des terroristes marocains qui viennent du Maroc à ici, prouve justement
ce désespoir que le Maroc est en train de cultiver. Et puis, il y a la question de l'immigration clandestine. Il y a des enfants qui ont 10 ans, 15 ans, qui sont à Paris, partout. On le sait très bien. L'Europe sait tout cela. Mais alors, elle fait des échanges commerciaux avec un pays, avec un État voyou, disons-le. Alors moi, je dis tout simplement à l'Europe, réveille-toi contre la honte. Merci. Merci camarade Mohamed Belmaïzi. Donc vous l'avez compris, l'Europe n'a que faire des droits de l'homme quand il s'agit de ses intérêts des multinationales. Donc c'est l'occasion qui m'est permise de donner la parole à Saïd Fawzi, qui a parlé au nom du collectif Vérité, Haqiqa. Je le laisse présenter le collectif et puis lire leur message. Merci. Merci, bonjour. Merci aux camarades de la gauche européenne, merci à nos camarades de la Voie démocratique pour cette invitation. En fait, je vais essayer de faire... J'avais préparé une intervention que je ne vais pas lire puisque le temps n'est plus dans le timing qu'on avait prévu. Je m'excuse, on a eu un retard pour y arriver. Donc je prends la parole au nom de l'ASDOM, c'est l'Association de défense des droits de l'homme au Maroc, c'est l'association que je préside. Au nom de l'association AMBDH, c'est l'association des Marocains en Belgique pour la défense des droits de l'homme. L'APADM, l'association des parents et amis de disparus au Maroc. Et Forum Vérité et Justice France. Le Parlement européen a été interpellé plusieurs fois cette année pour exprimer sa solidarité dans le cadre de la solidarité. Il est toujours sollicité par des démocrates marocains pour exprimer la solidarité entre les peuples suite à la situation des droits humains au Maroc. En fait, pour aller plus à l'essentiel, parce que l'intervention serait longue sinon, c'est que dans le Maroc actuel, par rapport à la liberté et par rapport aux droits de l'homme, ce qu'on peut signaler, en plus de ce que les camarades ont précisé, c'est la constitution marocaine qui précise des droits qui sont marqués dans la constitution, qui est la loi suprême dans un pays, dans un état de droit, en principe. L'État prend sa légitimité d'être violent, parce que lorsqu'on prive quelqu'un de sa liberté, c'est la plus grande des violences. Lorsque quelqu'un est dans la prison, il doit être justifier cette privation de liberté. Dans les droits de l'état de droit, c'est quelqu'un qui a tué, c'est quelqu'un qui a volé, peu importe. Donc il y a des lois qui sont appliquées sur ce citoyen et pour garder la sécurité des autres, on peut l'emprisonner. Au Maroc, la Constitution précise clairement qu'on a le droit de s'exprimer, qu'on a le droit d'exprimer cette expression, et on a le droit de l'exprimer sous forme de manifestation, sous forme de rassemblement. Et puis il y a les forces de l'ordre qui viennent et qui arrêtent des gens, qui organisent une manifestation pacifique, qui organisent une expression pacifique, que ce soit sous forme d'un écrit sur Facebook maintenant. On est interrogé, il y a pas mal de cas qu'on commence à voir et à recenser. On est interrogé par la police par rapport à ce qu'on a écrit. C'est l'expression d'une opinion. Il peut être une opinion d'opposition contre l'État, contre le gouvernement, peu importe. Du moment que ce n'est pas un appel à la haine, du moment que ce n'est pas un appel à la guerre, du moment que ce n'est pas un appel à la mort, on peut exprimer tout ce qu'on veut dans un État de droit. Et le Maroc, qui se veut un État de droit, qui a une constitution qui commence par le dire en premier que le Maroc doit respecter les droits de l'homme comme c'est reconnu au niveau international, eh bien, il ne respecte pas le b.a.-ba de ce droit, qui est le droit d'expression, le droit de la pensée. Le droit de penser, il s'exprime par la multitude des cas d'arrestation,
par la multitude des cas, et donc la population marocaine s'organise sous forme de hirak. J'avais l'intervention détaillée sur le sujet, mais vous pouvez consulter ce qu'on a publié sur le sujet, où les gens étaient attaqués, les gens ont participé pacifiquement, les gens se sont auto-organisés. C'est une joie pour un État de droit que les citoyens prennent leurs responsabilités et s'organisent dans les quartiers, pour exprimer par écrit. Nous avons traduit les revendications de Hirak parce que ça exprime ce que les gens ont réussi à écrire par écrit. C'est quand même un acte de civilisation d'écrire ces revendications alors que les gens n'étaient pas organisés dans un cadre syndical ni dans un cadre politique. C'est les quartiers populaires qui se sont rassemblés, qui se sont créés des moyens d'expression et d'écrire leurs revendications. Et ce sont des revendications plus que légitimes, c'est des revendications basiques qui sont au niveau de la santé, au niveau du droit culturel, au niveau de l'éducation et au niveau le plus basique du monde. Donc n'importe quel État au monde, il serait ravi que ses citoyens s'organisent, s'auto-organisent, et surtout lorsqu'on, les camarades l'ont rappelé, lorsqu'on sait que la représentativité des élites, la représentation de l'État a du mal à faire participer les gens aux élections, a du mal à avoir une légitimité. Donc là, il y a des citoyens qui se sont organisés, et là, au lieu de les écouter, au lieu de composer avec eux, au lieu de travailler avec eux, au lieu d'utiliser cette crise pour une démarche positive qui intègre les citoyens dans les décisions, on commence par les oublier, on commence par les ignorer. Après, on commence à les réprimer au point où même les institutions légales, les institutions officielles, comme le CNDH, qui est le centre officiel, c'est pas une ONG, c'est officiel, reconnaît et précise et sort dans le rapport qu'il y avait la pratique de la torture contre ces gens-là, contre des citoyens marocains, où le Maroc est pourtant signataire de la Convention internationale contre la torture. Non seulement lorsqu'on est partie prenante de la Déclaration universelle contre la torture, non seulement on doit ne pas la pratiquer, mais on doit juger les gens qui la pratiquent, parce que c'est une action contre l'impunité qui est en cause. Et donc, par rapport à ça, c'est juste des exemples comme ça que j'avais par rapport à Hirak Darif, par rapport à Zagoura, parce que les gens sortent pour demander de l'eau. Ils demandent de l'eau. On leur envoie les autorités, la police pour les arrêter. Et en plus de ça, au niveau du jugement, donc même l'appareil répressif est activé et mobilisé pour ça. Et après, l'appareil judiciaire, ou même le roi, lorsqu'on parle de discours du roi, le roi disait et a encouragé, soi-disant, pour que ce soit un pouvoir autonome, libre et vraiment juste. L'appareil judiciaire est non seulement utilisé comme dans les années de passé, il est instrumentalisé pour réprimer des gens qui n'ont rien à se reprocher que d'organiser des choses en plein public et en plein respect de la Constitution marocaine. Et donc c'est le même arbitraire est pratiqué contre les journalistes au niveau de la presse. On trouve plein de journalistes maintenant, en fait, parce que avec la Constitution, ils doivent accompagner avec des nouvelles lois. Et donc, il y avait une nouvelle loi, effectivement, pour la presse, qui interdit qu'un journaliste soit condamné pour ses écrits. Mais comme ça ne convient plus, ils leur trouvent d'autres motifs. On juge maintenant des journalistes, il y en a plein, il y a tout un dossier sur le sujet. On leur trouve d'autres accusations, parce qu'on n'arrive pas à justifier. Et que ce soit au niveau des associations, les associations et les partis politiques qui représentent une critique qui est légitime, citoyenne, qui est organisée, on commence à ne pas leur donner les autorisations. Et pourtant, c'est des partis qui sont reconnus légalement. C'est des associations qui sont reconnues légalement. Donc, on ne leur donne pas, lorsqu'ils font des élections internes d'organisation pour élire un nouveau bureau, on ne leur donne pas
les récépissés et donc là, l'entrave à toute action organisée, qu'il soit spontanée, qui s'organise en dehors des partis qui existent, des syndicats, ou bien pour les partis, même légaux, qui sont reconnus par la loi, et on doit les encourager à organiser les citoyens. C'est ça le rôle constitutionnel des partis politiques et des associations. On empêche. Et là, c'est très, très, très grave pour tout le monde. C'est pas seulement grave pour les gens qui ont une vue très limitée. C'est grave pour tout le monde, pour nous tous, pour les citoyens marocains, pour l'avenir du Maroc. On est en train de saper les corps intermédiaires. On est en train de saper les corps d'organisation pacifiques, citoyens. Donc, les corps citoyens que les gens se trouvent, on est en train de les casser, de les mater, ne pas leur permettre de travailler normalement dans n'importe quel état de droit. Et ça, c'est très, très grave pour l'avenir de notre pays. Et ça, c'est des alertes que les associations de droits de l'homme, que ce soit marocaines ou internationales, n'ont pas arrêté d'alerter. Parce que, vu la gravité de la chose, on est en train d'encourager les gens au désespoir, autrement dit. Au désespoir, puisque les gens n'ont pas participé aux élections. On ne les a pas écoutés, parce que de toute façon, ça tourne. Les gens se sont organisés, on les a matés pour ne pas... et maintenant, on est en train de massacrer tout corps intermédiaire. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche? On voit qu'il y a une gouvernance qui n'a pas... En arabe, comme on dit, il n'a pas de vision à long terme. Voilà, donc... Merci Saïd. Donc, ce qu'il faut retenir, Saïd a préféré parler que lire le texte, que ce que ça a été s'il a lu les textes et parlé. Donc, on va rester. Donc, merci quand même, camarades. Donc, vous avez ici l'illustration de cette exception marocaine, assez résumée par tous les camarades. Vous avez ici cette illustration de l'État qui négocie au nom du peuple marocain ces accords de libre-échange et qui use de ses moyens préférés, la répression et bien entendu la prédation des moyens, des richesses de du pays. Bien sûr, à la solde du grand capital financier, notamment européen, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, je voudrais qu'on remercie beaucoup les interprètes qui ont fait un grand travail, et pour les reposer, on aimerait bien prendre 10 à 15 minutes de pause et après on reprend le débat avec les intervenants. Merci pour les interprètes qui font ce travail. Donc une pause de 15 minutes et on revient dans la salle après, en espérant avoir Maïté au retour. Merci.